monde. Je suis avec Maria et Sophia qui font toutes les deux partie d'une tribu chez Octo qui vise à déployer Accelerate auprès de ses clients. Elles sont également toutes les deux membres d'un groupe de travail sur l'application d'Accelerate dans le contexte de l'intelligence artificielle. Donc Maria, tu es ingénieure informatique et consultante chez Octo. Tu es intervenue en tant que développeuse et data scientist sur différentes missions de delivery logiciel et de data. Tu t'intéresses aussi de près à tout ce qui touche le continuous delivery appliqué à la data science. Bonjour. Bonjour. Sophia, tu as commencé ta carrière chez Accenture. Tu es désormais développeuse, data scientist et architecte data chez Octo. Étant passée par le monde du marketing, tu es très sensible au sujet de la mesure de la valeur dans l'activité de développement et principalement dans le domaine du machine learning. Bonjour Sophia. Bonjour. Alors cette table ronde est un petit peu particulière parce que nous avons eu le privilège d'interviewer Nicole Forsgren. Donc Nicole est une des co-autrices du fameux ouvrage Accelerate qui nous inspire aujourd'hui. Et nous allons donc commenter avec Maria et Sophia les propos de Nicole. Et nous commençons tout de suite avec un premier extrait de l'interview de Nicole. So I actually started my career working on mainframes. I was a programmer for a few years, and then I was a software engineer. I was a software engineer at IBM. I worked on complex systems, and then I went to get a PhD. I was in academia. I wanted to understand how these systems worked. I wanted to help my customers because I had done some consulting for a few years as well when I was a developer. And so I started by investigating and understanding the types of things that help individuals, teams, and organizations have better impact, have stronger performance. So it really came down to the types of processes and capabilities and the way that we communicate better, which now we think of that as DevOps or transformation, right? But this was back in 07 and 08, so we didn't really call it that back then. And I kept doing research in academia for 7 or 8 years and then came back to industry because it really kind of blew up, right? Suddenly technology really was at the center of everything, right? It was how banks really ran everything. It was how telecoms ran everything, right? Banks were no longer important because they held gold bars in safes. Telecom was no longer important only because of the physical infrastructure that they held. It really was about how we could help technology do things better. And because I had been researching this at that point for over a decade, I kind of shifted back into industry and continued doing this research at the time with the State of DevOps report. And so I was back in industry for a little while. I started a company called Dora with some of my peers, Jez Humble and Gene Kim. And then, as you mentioned, I was at Google for a couple of years, running the Dora team, doing research and strategy again. And then earlier this year, I just shifted over into GitHub where I do research and strategy as well. Now the focus is on, it's similar, but now the focus has shifted slightly into looking at developer productivity, velocity. So the overall research program, so I was lead investigator, lead researcher, primary author on this research program that spanned from 2014 to 2019. The book itself covers 2014 to 2017. And what we did is we wanted to actually test, does technology matter, right? Because allegedly it does, but as a scientist and as a researcher, we want to actually test all of these hypotheses, right? We want to test these claims. We want to see if statistically it matters, because it's interesting. If I look back and I say, as a consultant or even as an engineer, I would go to leaders, I would go to managers, and I would say, I want to do this thing. And so often we would hear back, but that won't work here. We're different, or they're different. So I said, okay, well, I'm gonna win this with data. I'm gonna win this fight with data, or I'm gonna lose this fight with data. I want to understand the best ways to solve problems. And so that really is what's at the crux of the Dora research and the State of DevOps research is over 30,000 data points, over thousands of organizations, large, small, across dozens of industry verticals. What types of things drive software development and delivery performance? What types of capabilities are important in statistically significant and meaningful ways? What types of things can any organization use to move the needle? So, and when I say software development and delivery, that's speed and stability. If I want to make technology better, what can I do in terms of technology, in terms of process, and in terms of culture? And then to the other bigger question, does technology actually matter? Does technology drive the needle in terms of things like
productivity, profitability, market share, customer satisfaction, effectiveness, and efficiency. Because again, right, allegedly, we've been hearing this is important. And indeed, we did verify for several years in a row that these types of things do indeed statistically predict in significant ways improving software, and that software does indeed improve that. And then because research is iterative, we kind of confirmed those core things. And then every year we added new things that appeared to be important or appeared to be real big challenges. So what's important? What else is new? What else do we need to tackle and understand? It was a fun project. You know, we do see that speed and stability go together. We don't see a trade-off there. You know, I really like that you said that, you know, speed conditions stability, and the reverse is also true. Stability conditions speed, right? We do see them go together. Now, when we ask what are the key factors to help improve that, some people don't like this, but the answer is always it depends, right? Now, I will say that we tend to see some common themes. What types of things cause some of the biggest hiccups? Things like heavyweight change approvals. That's difficult. Things like a heavily coupled architecture. Other things like difficult tests, right? Now, people wonder why. Things that slow things down are also things that cause instability. Now, this is where we can again kind of think through why speed and stability go together. So if we slow things down, this also means that we are releasing code less frequently. We are also releasing code in larger batches, which means that we have a higher likelihood of that very, very large code release introducing a failure or an error of some sort, which that larger code release will then have a larger blast radius, right? It will hit a larger piece of our production code base. So that larger production blast, higher likelihood of failure, means that we then have that failure. It's also harder to debug, which means we have a much longer mean time to resolution, right? If we are releasing in smaller pieces, right, smaller blast radius, lower likelihood of error, easier to debug, find the error, easier to restore. So we might have some type of incident, but it may not impact our customers. They may not see it. We may see it, but they may not see it. So it ends up being much easier, right? So we have much higher quality. So there could be a handful of things that are difficult to detect with simple metrics, right? So one thing is, what do we mean by simple metrics? Some things that are difficult, a lot of people want to measure something with just one metric. And we tend to advise against that, right? Because one metric can hide a lot of things. So you always want to have at least 2 metrics, 3 metrics that are in tension, right? That are opposite of each other. So you'll notice when I talk about software delivery performance, I'm talking about speed and stability. Now, we've shown that they aren't in tension, they aren't a trade-off, but they are different things. So historically, we've thought about developers and IT operators and how developers want to move fast, right? They are incentivized to release more code, and IT operators want to keep the system up. They are incentivized to reduce the amount of change instilled into the system. So these are tensions. These are metrics at tension. So other things that can be sometimes difficult to capture initially are cultural changes, right? And cultural changes are important because if people and systems aren't, and by systems, I mean like a system of an organization. If people aren't incentivized to, or don't feel free to share information freely and talk about information freely, that can be difficult to pick up in our systems, right? So sometimes we just need to ask them, right? HR systems don't pick up on that. It's a lagging indicator. Productivity is particularly difficult to pick up on, right? Because one of the best examples here and hardest examples here is lines of code, right? So lines of code is really hard because many times when we think about productivity, we think about the way we used to measure productivity in manufacturing or agricultural systems where more is better. But in software, more isn't necessarily better because that just means we're creating more technical debt, right? So more code isn't better, but less code isn't necessarily better either, because if you just write one line of code to accomplish something that no one can understand, that's also really difficult. But also sometimes the best way to do anything is to delete code because then we're cleaning up our code base. So that can be something that's really difficult to measure. So at that point, you want to be thinking about the outcome, not the output, right? So what is it that we're accomplishing? What's the value that we're delivering? So these types of things can be challenging to measure. So instead, what can be important is to think about what's the outcome that we're delivering. So
software delivery performance, speed, and stability. And what are the component pieces that get us there? Is it a good CI system? And what makes up a good CI system? It's things like when you check in code, it automatically triggers a build. When you check in code, it automatically triggers tests, a suite of tests. We prioritize keeping the build green. Having a good automated test suite, having good processes, right, where we break down work into small batches, minimizing WIP, right? So having good kind of component pieces that help build up to can be really helpful. Eh bien, Nicole nous a présenté la démarche derrière l'étude Accelerate. Elle souligne notamment l'enjeu d'adopter une approche quantitative sur l'évaluation des pratiques de développement. Maria, en quoi cela peut être intéressant pour un DSI ou un CTO ? Il me semble que l'un des principaux apports d'Accelerate est justement cette approche orientée données ou data-driven dont parle Nicole Forsgren dans la vidéo. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que le livre a été écrit suite à une étude menée à grande échelle auprès de plus de 23 000 répondants partout dans le monde. Et l'un des principaux enseignements était que la performance de delivery prédit la performance économique d'une organisation technologique. Le principal intérêt pour un DSI ou un CTO est de calquer cette démarche orientée données pour promouvoir des pratiques ou des façons de faire qu'ils auraient envie de mettre en place dans leur organisation. L'idée étant de déporter le débat du terrain du ressenti vers celui du factuel en utilisant notamment les résultats d'Accelerate. D'accord. Et c'est ça qui nous a intéressés chez Octo ? Oui, tout à fait. Parce qu'en fait, on s'est rendu compte en lisant cette étude que finalement, on avait déjà implémenté pas mal des capabilities, enfin c'est des choses qu'on poussait déjà chez nos clients depuis très longtemps. Oui. Et comme disait Maria, en fait, on avait souvent des discussions basées sur le ressenti par rapport à ça. C'est-à-dire que nous, on leur disait, ce projet, il faut le faire en agile. Et ils nous disaient, un peu comme Nicole Forsgren l'a dit, non, nous, c'est particulier, on peut pas faire de l'agile. Donc cette étude, ce qu'elle nous aide à faire, c'est dire si on a vu plusieurs organisations, des milliers, et ça marche. Donc on sait que là, on est sur du factuel. Et d'un autre côté aussi, Accelerate nous donne des métriques. Ça va nous permettre, par exemple, de tester des choses et de voir tout de suite si ça marche ou pas, et à nouveau être dans un terrain factuel plus que ressenti. D'accord. Et si on parle justement des métriques, alors Accelerate en propose 4 pour mesurer la performance de delivery. En quoi suivre ces métriques nous aide à construire un produit pertinent pour les utilisateurs ? Alors, ces 4 métriques sont divisées en 2 catégories. Une qui va être la vitesse et l'autre la stabilité. Et comme l'a dit Nicole Forsgren, on ne peut pas faire vite et faire mal, ou faire très lentement et des choses qui sont bien. Parce que finalement, en fait, les deux façons de faire vont être nuisibles pour l'utilisateur. Donc, je voudrais remettre une couche sur ce qu'elle a dit. Il n'y a pas de compromis à faire entre vitesse et stabilité. Ce qui est assez révolutionnaire, en fait. Oui, en effet. Et d'ailleurs, c'est assez particulier par rapport au logiciel, parce que depuis la révolution du cloud, ce qu'on voit, c'est que c'est super facile de mettre des choses en production. Et donc, ça nous permet de ne pas attendre que tout le logiciel soit prêt avant, justement, de le mettre entre les mains des utilisateurs. Donc, ça va nous permettre de, justement, itérativement améliorer notre logiciel en nous nourrissant des retours des utilisateurs. D'accord. Très bien. Nous allons visionner maintenant un deuxième extrait de l'interview avec Nicole. So capability is just something you can do. It's a skill, maybe. So I think about it. I was an athlete when I was younger. So a capability. So I used to play volleyball, right? So for me, a capability would be I would want to pass. I would want to set. And I would want to be able to hit. Okay. And if I'm not good at one of those, that's going to hold me back. So I want to practice that, and I need to serve. So each one of those would be a capability, right? I skied also, right? So there are different skill sets, different pieces of skills that you need to be good at. And if one of those is particularly weak, that's the one you want to focus on. And the challenge with maturity models is it assumes that everyone and every team and every organization follows the exact same path to get better. But that's not going to be true. It might be an okay framework for a single tool, right? Like everyone needs to know about it. Everyone needs to take training. It needs to have a good install base. It needs to get more complex. For a single tool, it's okay. But as a framework to think about a transformation, it's so hard because we have so many different
tool sets and, like I said, skills or capabilities, right, that we need to think about. And if you look at different teams across particularly large organizations, they're all at different points in their journey. And if you tell everyone that they all need to start at the same place, it might not make sense because that team might already be advanced. Whereas this team is very, I was going to say immature, right? They're very much a beginner. And so if we make half the org wait for this team to level up, it doesn't make sense. There are some foundational things that everyone should start with, right? So things like using version control, right? Make sure that you have reasonable version control. Make sure that teams are using some type of automated testing. It may not need to be extensive, but there are a few foundational things that can be set in place. From there, identify your constraint, right? So at that point, you can take a look and see what your biggest constraint is. So you can do it from a process-based view, which would be something like value stream mapping. You can do it from a capabilities standpoint. So you can look at all of the capabilities in a list and say, what is my biggest problem? What always causes me a headache? What always slows me down? What's always in the way? And then pick from there. There's also an interesting point in that depending on where you sit in the organization, you will have more power to affect change on your own. So as an example, at the team level, if you're an individual contributor, if you're a developer or maybe a team leader, you will probably have better success enacting change for things like monitoring or automated testing or possibly continuous integration, right? Things like that. However, you will probably struggle or have a harder time changing things like change process and a loosely coupled architecture. Right, that usually requires something at the organization level because it requires like an architectural review or like some level of bureaucracy. Now, alternatively, if you are in higher levels of management and you notice that a lot of teams are struggling with, like if you know you have a monolithic architecture, this is an amazing opportunity for you to help enact some architectural reviews or help remove some of the change process that is slowing everyone down, because this is some of the change that you can have that can affect so many teams throughout the organization. Dans cet extrait, Nicole nous introduit la notion de capabilities, donc qui sont des leviers qui permettent d'améliorer la performance du delivery. Alors, comment cela fonctionne dans la vraie vie ? Alors, classiquement, lorsque on a des problèmes de delivery dans une équipe, ce qui va se passer, c'est que le management va voir ça et va se dire, peut-être qu'il va faire venir un consultant en lui demandant de mettre en place une plateforme de CI/CD ou alors un framework de type safe pour résoudre le problème. Le problème avec ça, c'est que souvent, quand les équipes ne vont pas toujours accepter ce genre de framework et on essaye de les mettre sur des cases et le risque de rejet est plutôt élevé. D'accord. Surtout en fait que les problèmes sont rarement uniquement techniques et souvent sont beaucoup plus de l'ordre de la méthodologie ou de la culture. Donc en fait, ce que nous on fait plutôt, c'est prendre une approche plus accelerate qui va faire travailler les équipes afin de trouver leurs principaux points de douleur pour ensuite les prioriser et commencer à établir des actions par rapport à ça qu'on va pouvoir mesurer en pratique une fois qu'elles sont appliquées grâce aux métriques d'Accelerate. D'accord, plus du bottom-up alors. Et tu aurais un exemple pour illustrer cette démarche par exemple, Maria ? Oui, je voudrais parler du cas d'un client qui s'est tourné vers nous parce qu'il avait du mal à livrer en production des fonctionnalités. Pour remédier à ça, on a commencé par une première étape, mesurer les métriques Accelerate pour comprendre ce que voulait dire factuellement avoir du mal à livrer en production des fonctionnalités. On a donc fait un atelier, on a affiché la chaîne de livraison de bout en bout pour identifier les goulots d'étranglement et on s'est rendu compte que l'équipe avait un lead time de 3 mois et demi. Ah. Et le lead time, c'est, dans le sens d'Accelerate, c'est la durée entre le moment où la fonctionnalité est développée et le moment où elle est livrée en production. Hein, exactement. C'est ça ? Oui. Exactement. Après avoir fait ça, on est passé à la seconde étape qui est l'action. On a donc priorisé les chantiers en se basant sur les capabilities Accelerate. On a commencé par les capabilities techniques, ce dont parle Nicole Forsgren dans la vidéo, c'est-à-dire automatisation des tests, mise en place de pipeline d'intégration continue. Et en parallèle, on a travaillé sur l'architecture qui était un peu couplée, malgré le fait qu'ils étaient en microservices. Et finalement, au bout de 6 mois, on a abouti à un lead time de 10 jours.
Voilà. Et plus encore, les équipes se sont vraiment appropriées la démarche et ont continué à améliorer leur lead time même après notre départ, ce qui montre que finalement, c'est les gestes du quotidien des équipes qui modifient durablement la culture et la façon de faire au sein d'une organisation. Ok, alors justement, quel est dans ce cas-là le rôle du leader ? Comment il s'intègre dans cette dynamique de changement ? Le leader, en fait, a une place très centrale dans Accelerate. Ce qu'il faut savoir, c'est que le framework, ce n'est pas seulement un ensemble de capabilities un peu éparpillées. Ce sont des liens de causalité entre ces capabilities. Donc, il faut améliorer l'une pour améliorer un autre aspect. Et la capabilities leadership est vraiment celle qui active toutes les autres. Donc, c'est celle qui est au commencement de toutes les autres capabilities. Pour vraiment amorcer cette démarche, le leader doit d'un côté adopter les bonnes métriques, par exemple les métriques Accelerate, et d'un autre côté aménager à son équipe un espace où elle peut expérimenter, innover, choisir ses outils. Or, ceci n'est pas toujours possible dans la culture de l'organisation, et c'est là qu'il doit créer ce qu'on appelle une bulle générative, c'est-à-dire un espace où la culture est peut-être différente du reste de l'organisation, mais où les équipes ont vraiment une certaine liberté pour faire ce qui leur semble bon. Et il doit en plus être ambassadeur de cette bulle auprès du top management. D'accord, donc si je comprends bien, lorsqu'on met en place une bulle générative, il y a deux façons de fonctionner qui cohabitent au sein de l'entreprise. Alors comment on gère cette situation sur le long terme ? Alors, une bulle, comme son nom l'indique, c'est quelque chose qui va finalement exploser. La vraie question va être la pérennité de cette expérimentation. C'est-à-dire, est-ce que ça aurait été une parenthèse dans la vie de l'entreprise ou au contraire, est-ce que c'est un premier pas vers un changement plus à fond des manières de faire ? Et en fait, tout ça va se jouer par rapport à la capacité de l'ambassadeur à convaincre d'un côté le top management et de l'autre les autres équipes du bien fondé de cette démarche. Et donc, le top management, finalement, s'il voit qu'il y a des choses qui se passent bien quelque part, il va être plutôt arrangeant et va pousser ce genre d'initiative. Dans les autres équipes, on va avoir les personnes qui font, c'est-à-dire, par exemple, les développeurs, qui, très souvent, en fait, ont les mêmes problèmes que l'équipe qui a commencé à travailler dans son processus d'amélioration et qui vont être très contents d'essayer de nouvelles choses. Et la couche qui va être le plus compliquée à convaincre, c'est le middle management. Et c'est le middle management parce que leur rôle est justement d'assurer la stabilité et la pérennité de chacune des plateformes qu'ils gèrent. Donc c'est normal, au fond. Oui, bien sûr, c'est normal. Et donc, ils ont besoin de deux choses pour être rassurés. La première, c'est un vrai droit à l'erreur, donc qu'on leur donne le droit et le temps justement d'expérimenter des choses. Et la deuxième, justement, c'est que toutes les choses qui ont été faites avec la première équipe ne soient pas appliquées comme un framework dans les autres. C'est-à-dire, il faut également les adapter au cas particulier de chacune des équipes, parce que comme on l'a vu, les frameworks ne sont pas la solution. D'accord, très bien. Eh bien, nous allons visionner un troisième extrait de l'interview de Nicole. Yeah, that's a great question. So I actually wrote about this, and we can include this in the show notes as well. I wrote about this with Mick Kirsten a few years ago about how survey data, so behavioral data and system data, telemetry data, can help provide a very complete view of what's happening in the system. And so the short answer to your question is, I think it can be a very good approach, right, to capture some of this data with systems, as long as you understand the limitations. And probably the best way would be to combine it, right? So with Accelerate, we did capture data with surveys. We also understood the limitations. And so we designed very carefully around it. With system data, you can work on collecting the Accelerate data with system data. And there are teams and organizations that are doing that. So Hygeia is an open source tool that works to collect much of this data. I want to say Harness is doing it. GitHub has been working on some of this data. The thing that's interesting to think about, though, is telemetry, system data, can never capture everything. So one of my favorite examples is to say you can find out what system data is going into version control, but you can never find out what data is not going into version control. Only people can tell you that. A system can tell you how long it takes to get through a development pipeline.
how long with precision. People can't tell you that. People are bad at that, right? A person can tell you it takes about a day or about a month or about a quarter. People are good at that. A system can tell you to the second or to the millisecond, but it can't tell you how hard it is to get through the pipeline. It can't tell you that it takes heroics. People can tell you, it takes me about a day or it takes me about a week, but all hands are on deck. It's almost impossible. We are putting out fires. It's chaos. It's absolute chaos. We can do it, but we can't. It's impossible. Okay. Systems can't tell you that, right? So you could have two systems where it takes a day to push a change, but there's one where it's chaos, everything's on fire, it's heroics. And there's another one where it takes a day, but like no one notices because you just push a button and it goes. It's also really nice as a quick sanity check, right? Because occasionally, this doesn't happen all the time, but occasionally we can upgrade a system or we can change the config of a system and one of our measures will go off. People will know this, people will catch this, but occasionally we can have a system metric go off and people won't catch it. I will say it's an interesting, hard problem. And I've been chatting with a bunch of teams that are working through this now. Some of the challenge with CD for ML is how it differs from traditional software. Traditional software, you kind of check in the code and it runs through the pipeline and it deploys and it's fine. ML, what's different about ML is that we need to store the states of the training sets along the way and the decision points. And there aren't a lot of good ways that teams have figured out how they want to manage that. So we can, right? We can take snapshots, we can annotate how we've done that. We can treat it like a PR, we can treat it like a code review, we can treat it like a traditional code review and pull request. We can save the outputs of models along the way. We're still working through pieces of what that might look like. Alors, je sais que vous faites partie d'un groupe de travail au sein d'Octo qui travaille sur le sujet de la mise en production des modèles de machine learning et de l'applicabilité de Accelerate dans ces situations-là. Quelles sont les conclusions auxquelles vous arrivez ? En fait, nous sommes posé la question de l'applicabilité d'Accelerate parce que nous avons observé chez nos clients une certaine difficulté où c'était vraiment un challenge de mettre en production des systèmes avec du machine learning. Ah oui. Nous avons donc créé un groupe de travail avec des profils plutôt divers, des data scientists, des développeurs, des PO, des ops, pour essayer de comprendre quelles étaient justement les spécificités de ces systèmes-là. La première conclusion à laquelle nous avons abouti était que les systèmes intelligents étaient quand même des systèmes informatiques qui relevaient du domaine de l'ingénierie logicielle. Oui. Et donc, Accelerate serait en théorie applicable à ces systèmes-là. D'ailleurs, nous ne sommes pas les seuls à le penser. Google le pense aussi. Ils l'ont écrit dans leur publication maintenant assez célèbre, Rules of Machine Learning, dans laquelle ils disent qu'en entreprise, on sera souvent confronté à des problèmes d'ingénierie finalement. Et ils disent aussi, approchez le machine learning comme l'excellent ingénieur que vous êtes et non comme l'expert machine learning que vous n'êtes pas. Je voudrais quand même nuancer un peu ton propos, Maria, parce qu'on a quand même détecté certaines spécificités du machine learning. Comme quoi ? Par exemple, une des choses qui est spécifique, c'est que le changement dans le comportement du code ne va pas venir uniquement de l'évolution du code. Enfin, du programme ne va pas venir de l'évolution du code. Parce qu'on va avoir d'autres choses qui vont arriver. Par exemple, les données en entrée vont changer. Et c'est le phénomène qu'on appelle le model drift. Et donc, en réponse à ce type de changement, il va falloir aussi intégrer le modèle et les données dans la gestion de notre logiciel. Et donc, on va également les versionner, les déployer, etc. Et je voudrais ajouter juste après une autre particularité qui est que nous avons des nouvelles tâches qui apparaissent dans du machine learning. Donc nous avons par exemple les annotations d'exemples et l'entraînement des modèles. Donc il faut intégrer dans le pipeline de mise en production, c'est ça ? Oui, voilà, il faut les automatiser, il faut aussi trouver des scripts pour faire tout ça, etc. D'accord. Alors Accelerate, c'est plutôt un outil qui intègre la production. Ce qu'on constate sur le sujet de l'intelligence artificielle et du machine learning, c'est que les entreprises font beaucoup de POC, dont peu vont jusqu'au déploiement en prod. Alors, d'après toi, Sophia, quels sont les freins à ça ? Alors, j'en vois un premier qui est la méfiance des décideurs par rapport à ce type de logiciel. Donc, pour vous donner un exemple, moi, j'avais travaillé sur un système de détection de fraude dans lequel on avait un algorithme
qu'on voulait faire évoluer. Donc, le nouvel algorithme avait une meilleure précision que l'algorithme précédent. Pourtant, il y avait quelques exemples pour lesquels la prédiction était plus bonne. Et la personne qui devait décider de la mise en production de cette nouvelle version freinait, ne voulait pas aller plus loin, voulait faire plein de choses pour vérifier l'algorithme et donc ralentir la mise en production. Mm-hmm. Le problème qu'on a, c'est que en fait, Booking l'a montré dans un de ses fameux papiers que finalement, les métriques mesurées hors ligne sont très peu corrélées avec le vrai impact qu'a le logiciel chez les utilisateurs. Et donc, justement, en freinant cette mise en production, on s'éloigne du vrai retour qu'il faut qu'on mesure. Et donc, en fait, c'est totalement contre-productif. D'accord, donc il faut vraiment aller en prod pour savoir ce qu'il en est, quoi. Tout à fait. OK, et comment on dépasse ce frein, alors ? Alors, pour dépasser ce frein, on peut s'appuyer sur une des capabilities d'Accelerate qui est le Change Approval Process. Et donc, il va s'agir de l'alléger. Et pour cela, nous, on a une façon de faire qui est de décorréler la mise en production et la mise en service d'une fonctionnalité. Donc, comment on fait ça ? Notamment, on peut utiliser des choses comme le feature flipping, qui va nous permettre de mettre du code en production tout en ne pas impactant l'expérience de l'utilisateur. Ensuite, on a d'autres choses pour effectivement mesurer quand même l'impact chez nos utilisateurs, qui est faire de l'A/B testing. Donc, on va mettre cette fonctionnalité entre les mains d'une petite proportion de nos utilisateurs afin de justement mesurer les métriques qui nous intéressent, des métriques métiers en production. D'accord. Ce qui demande pas mal d'ingénierie, mais... Oui, mais du coup, qui fait que tout est plus sécurisé et ça rassure beaucoup. OK. Et à part la frilosité des décideurs, est-ce qu'il y a d'autres freins qu'on voit ? Oui, on a d'autres. L'un qu'on a identifié est l'apparition d'un nouveau profil, celui du data scientist. Oui. Celui-ci est issu généralement du monde des mathématiques, des statistiques, et n'a pas peut-être été confronté aux problématiques de la production, du déploiement, du software craftsmanship, etc. Ceci en soi n'est pas un problème. Ce qui est plus problématique, c'est que les entreprises ont tendance à faire travailler les data scientists tout seuls, un peu dans leur coin, ainsi que les développeurs un peu tout seuls, les ops un peu tout seuls. Et le problème avec ça, c'est que ils n'ont pas des objectifs alignés ou des objectifs communs qui sont celles de la mise en production. Pour remédier à ça, une solution simple serait de faire des feature teams, c'est-à-dire faire travailler ensemble ces différentes personnes, ces différents profils, avec aussi des PO, des UX, pour que d'un côté, les développeurs, les ops et les PO aident les data scientists à monter en compétence sur les capabilities techniques et produits même, c'est-à-dire travailler en petits lots, s'occuper de la sécurité, du version control, etc. Et d'un autre côté, inversement, les data scientists aideraient les développeurs et les ops à comprendre toutes les spécificités du machine learning. D'accord. Ok, très bien. Eh ben, nous allons regarder un dernier extrait de Nicole qui va nous parler des candidats. I love this question also. Personally, I always like to see a little bit of some of their background to see what their journey has been like and what drives them. What types of things are interesting to them? And do they have a type of curiosity? And I like curiosity because I'm looking for a type of, again, kind of continuous improvement for the system they'll be running. Will they continue looking for improvement kata opportunities? Do they understand what that looks like? Are they able to understand overall goals of the system and also be comfortable in a little bit of ambiguity, right? Because I've seen so often, particularly executives at organizations, not be able to handle ambiguity at all, right? Like they have to have a 3 to 5 year roadmap. And I'm like, that's not how continuous improvement, particularly in technology, works, right? Like we don't know what technology looks like in 5 years. I understand having a rough horizon and roadmap, but if you're really driving continuous improvement,
we need to be able to look at where we are now, identify our largest constraints, and set strategy based on that in 6 to 12 and maybe 18-month timelines. And having someone who can absolutely, aggressive is not quite the right word, but maybe it is, right? Aggressively understand that we need to be able to sit with a little bit of ambiguity, identify what those constraints are, identify the unknowns, map those to strategy, and then push. And I say strategy, but that maps for even my ICs and my developers and my data scientists, right? Because if we collaborate on a project, that's going to be what the project is. And if they know that there's a little bit of unknown, but this is definitely what we're doing for the next 6 months, then that's exciting and that's cool. And personally for them, if they want to sit down and say, this is what I know really well, but this little bit of section is maybe what I don't know really well, and I've got my 20% time and this is what I want to work on, this is what I want to do. And I think that's what makes some of the strongest teammates that I've worked with and some of the best people that I've worked with, because we can also sit and talk to each other and say, this is what I know, this is what I don't know, and of the things that we don't know and the things that we do know, this is going to be the priority. I think some organizations are well positioned for this. I think some organizations are not. And I'll say some of the best, most innovative organizations are adopting this approach. They are reaching out to either directly or just finding good research. They're learning, as a scientist, I think you'll appreciate this, they're learning how to read and evaluate research and literature and understand what is good, what is marketing fluff, right? And we know how to do this, right? Like you'll read something and you'll say like, these are not real statistics. This is not a good methodology section. They will understand what to use, what to apply. They will adopt as much of that as they can. They will also adopt and integrate and include a scientific approach to their own work. So they will use whatever they can, whatever they can't, or whatever has not been answered yet, they will adopt a scientific approach, right? Hypothesis-driven development, even if it's a lean approach, they will answer and investigate as best they can. For other organizations, they are incredibly critical. They are incredibly risk-averse. They are very fear-driven. They are very hesitant. And many times they do the minimum required, right? They just kind of check boxes. They don't, if they don't have something forced upon them, or if it doesn't directly relate to them, they aren't going to do it. And sometimes it's because they're just, I don't know if it's just because they're afraid of making a mistake or because they're just angry that something has been forced upon them. But they aren't going to take a risk. They aren't going to do anything that's hypothesis driven. They insist they don't have the bandwidth to do it, but many times they don't because they aren't taking the steps to create efficiencies within their own orgs. They also don't go to the trouble of learning how to read and evaluate research. And so sometimes they will take good research, but they will also take very bad research, right? Mm-hmm. And then they'll implement all of it. They won't even do it systematically or smartly or thoughtfully. And then they'll have mixed results, and then they will insist that they tried and then it's done. And so it was a failed experiment and they're done. They're going back to their old ways. There's kind of a balance, but for the best, even the good organizations to the very best organizations are absolutely starting to understand that we got to where we are by science or a scientific approach to engineering. Alors, dans cet extrait, Nicole Forsgren parle du profil du candidat qu'elle cherche pour une organisation performante. Alors, dans un contexte de tension de marché que l'on connaît tous pour les profils techniques, un enjeu clé, c'est précisément d'attirer et de fidéliser ce type de profil, dont vous êtes deux parfaites représentantes. En tant que développeuse et data scientist, qu'est-ce que vous recherchez dans votre travail? Sophia, peut-être? Alors, moi, je dirais que la principale chose que je cherche, c'est un sens. Et je voulais parler d'une précédente expérience où j'étais data scientist et où je faisais pas mal d'expérimentation. C'est-à-dire que je lisais les derniers papiers à l'état de l'art. Ce que décrivait Maria tout à l'heure. Alors, Oui, un peu. Et beaucoup on utilisait les derniers frameworks à la mode. Et c'était hyper intéressant d'un point de vue intellectuel.
Mais très vite, j'ai commencé à me demander mais pourquoi je fais ça? Parce qu'en fait, tout ce que je faisais restait sur mon ordinateur et n'allait pas dans les mains des utilisateurs. Et c'est un phénomène qui a pas mal été décrit par David Graeber dans son livre Bullshit Jobs, qui montre qu'en fait, il y a une grande partie de la population active qui ont l'impression que leur travail ne sert à rien. Et ça, en fait, c'est une grande source de souffrance. Et pour toi, Maria? J'ajouterais à cela le fait d'être un peu autonome et d'avoir assez de marge de manœuvre pour mettre en place des changements, choisir ses outils, expérimenter. En fait, on travaille quand même dans un domaine qui évolue très rapidement, avec plein de nouveaux outils, plein de nouvelles technos qui sortent tous les jours. Et ça serait dommage d'être prisonnier de frameworks très rigides où le moindre changement devrait passer par un process ultra long pour arriver en production. Avec le cloud, on est capable de provisionner des machines en un clic bouton. On a plein d'outils open source, plein de communautés partout dans le monde. Donc autant en profiter pour laisser libre cours à notre créativité et faire ce qu'on a envie de faire. Quoi. Mais du coup, en quoi Accelerate aide sur ces sujets que vous évoquez ? Alors, pour répondre au sujet du sens, en fait, Accelerate met la production au cœur de sa démarche. Et une chose qu'ils disent, c'est que il faut mettre en production dès qu'on le veut et pas dès qu'on le peut. Et donc, en faisant ça, ce qui va se passer, c'est justement que ce qu'on va produire maintenant va être entre les mains des utilisateurs peut-être dans une semaine et pas dans des mois ou des années. Donc, pour parler d'une autre expérience où on avait une production, c'est quand je travaillais pour le Pass Culture. En fait, qui a été déployé au grand public il n'y a pas longtemps, c'est ça? Oui, exactement. Il a été généralisé il y a quelques semaines. Et en fait, on a été en production dès le tout début. Même avec 100 utilisateurs, on avait une production. Et en fait, c'était quelque chose qui était quand même un peu stressant parce que c'est un projet qui a beaucoup un enjeu politique assez important. Et donc, ça veut dire que si moi, je mettais en production une erreur, ça pouvait être dans les journaux le lendemain. Oui. Donc, disons que voilà, c'était stressant, mais en même temps, c'était quelque chose de très motivant. Ça me donnait envie de me lever le matin, d'aller... de donner le meilleur de moi-même pour justement que ça n'arrive pas. Oui, bien sûr. Et l'autre chose qui était assez intéressante d'être en production, c'était que on avait des retours utilisateurs. Donc, on avait un rituel une fois par semaine. Le service après-vente venait et nous lisait des verbatim d'utilisateurs qui leur écrivaient des mails. Donc, souvent, c'était des choses un peu drôles, des retours un peu drôles, mais aussi, nous lisait des vrais retours parfois assez négatifs. Et ce qui était assez gratifiant pour moi, c'est que, par exemple, j'ai travaillé sur une fonctionnalité de géolocalisation. Et donc, au début, on avait beaucoup de messages qui disaient oui, je trouve pas de choses près de chez moi, il faut que j'aille très loin. Les utilisateurs étaient assez mécontents. Et quand on a commencé à travailler justement là-dessus et qu'on a fini notre fonctionnalité, on a commencé à avoir des retours de plus en plus positifs. Et c'est, j'avoue, super gratifiant en fait. Sophia? Maria, pardon. Fallait que je la fasse. Sophia a parlé un peu de l'aspect technique d'Accelerate, du continuous delivery, tout ça. Et il faut savoir qu'Accelerate, 2/3 des capabilities sont plutôt culturelles, organisationnelles et process en fait. Et donc j'ai réfléchi à des expériences dans ma vie de tous les jours qui un peu rappelleraient cette culture générative. Et j'ai pensé à quelques marqueurs forts de transparence et de confiance qu'on a à Octo. Par exemple, et c'est quelque chose qui choque vraiment, à Octo, on a accès, qui qu'on soit, aux notes de frais, aux contrats et à la facturation de tous nos collègues. Par exemple, moi, si je veux avoir accès à tes notes de frais, Ludovic, je pourrais le faire en théorie. T'as rien vu d'anormal? Non, tout va bien. Et aussi, on peut aussi choisir nos managers, nos équipes, les sujets sur lesquels on a envie de travailler. D'ailleurs, Accelerate, le groupe de travail dont tu as parlé tout à l'heure, ça a été une initiative qui est venue de nous à la base. Oui, tout à fait, je confirme. Donc, on a des initiatives très émergentes chez Octo. Alors, nous avons préparé un sondage très rapide, 4 questions, pour que, si ça vous intéresse, vous puissiez vous auto-évaluer sur la maturité de votre organisation en regard du framework Accelerate.
Ça vous permettra de vous benchmarker par rapport aux entreprises qui répondent à ce sondage-là, et on vous partagera les résultats dans la journée de demain. Donc n'hésitez pas à répondre à ces 4 questions, ça vous prendra très peu de temps et le retour peut être très, très intéressant. Alors nous allons passer maintenant... Ah non, juste avant de passer sur les questions, on va peut-être partager le dessin de Arnaud. Arnaud, si tu as quelque chose à nous montrer, tu es le bienvenu. Ouais, j'ai un dessin pour vous si vous voulez. Un peu provoquant, mais bon, c'est le jeu, hein. Ouais. Alors il est très très loin, donc moi je vais avoir du mal à le commenter. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Alors est-ce que Accelerate, ce serait pas juste de l'agile, mais fait par des scientifiques? Oui, peut-être. Pas de réponse? Si. On peut répondre. Ouais, vas-y. Il y a du vrai fond derrière, hein, parfois. C'est une vraie question. Accelerate, en fait, je pense, s'inspire beaucoup de l'agilité, mais aussi d'autres mouvements philosophiques connus dans l'informatique, donc le Lean, le DevOps surtout. Donc, en fait, le fait d'avoir une responsabilité de la prod partagée entre les devs et les ops. Mais elle a dit Sophie en plus tout à l'heure, en fait tout ce dont parle Accelerate, toutes les capabilities on les connaît déjà et on les appliquait déjà à Octo ou partout même, et c'est vraiment cette approche scientifique qui amène toute sa valeur à l'étude, parce que ça englobait des répondants dans plein d'organisations partout dans le monde, quel que soit leur domaine d'activité, et ça montre que ces choses-là marchent. Mais ça nous pousse quand même à aller plus loin, parce qu'on se rend compte que parmi les premiers de la classe, il y a quand même des temps de livraison, des temps de cycle, des choses comme ça qui sont assez exigeants. Est-ce que vous voulez commenter ce point d'ailleurs? Oui, on a des différentes catégories en fait dans Accelerate selon les métriques qui sont mesurées, et on a par exemple des high performers qui vont mettre en production plus d'une fois par jour ou qui vont avoir des lead time aussi de moins d'un jour, et on a une catégorie qui est intervenue dans les nouvelles versions de l'étude qui sont les elite performers. Et là, il me semble que c'est des gens qui sont capables de mettre en production toutes les heures s'ils veulent. Donc là, on a surtout des géants du web, du type Google, Facebook, qui sont là-dessus. Et dans vos projets, qu'est-ce que vous voyez en moyenne, les temps de cycle moyens que vous voyez? Je dirais que déjà si nos projets c'était des high performers, ils auraient peut-être pas besoin d'Octo pour intervenir. J'ai l'impression qu'il y a peu de projets finalement qui partent vraiment en production assez rapidement. Les gens ont encore en fait, ils pensent que pour être stable, il faut aller lentement, donc il faut prendre son temps. Et le problème, comme l'a dit Nicole Forsgren dans la vidéo, c'est plus on part lentement, plus on déploie à la fois beaucoup de choses. Les lots sont immenses et le risque d'avoir des bugs et de ne pas réussir est assez grand. Et donc, on rentre dans un certain cercle vicieux où moins on met en production, plus on a peur de le faire. Plus on a peur de le faire, moins on met en production. Et du coup, ça génère beaucoup plus de bugs parce qu'on attend longtemps avant de nous confronter à la réalité. Mais il y a encore un shift culturel qui n'est pas complètement là, c'est ça? Non. Okay. Alors, est-ce que laisser à chacun, équipe de dev, le choix de son framework ne pose pas de problème pour la maintenabilité? Les équipes de dev changent et ne font que rarement la maintenance en production. Donc, comment on gère ce type de problème? Alors, en fait, ce que moi j'ai vu en parlant à des gens que je connais qui travaillent, par exemple, dans les gens du web, aussi les choses que nous on aimerait bien faire et qu'on pousse, c'est justement de voir, par exemple, souvent on a une équipe tooling qui va mettre à disposition certains frameworks, certains logiciels, et ce qui se passe souvent dans des organisations qui ne sont pas encore, qui ne sont pas très accélérées, on va dire, c'est que ce sont des choses qui sont imposées aux équipes. C'est-à-dire que tout le monde doit utiliser ce logiciel de CI, on n'a pas le droit de prendre autre chose, et tout le monde entre dans la case. Une façon plus intéressante de faire ça, c'est de prendre ça en fait d'un point de vue produit. C'est-à-dire que le tooling serait responsable de mettre à disposition des outils et traiterait les équipes en fait comme des utilisateurs. Et donc, par exemple, les équipes auraient le choix ou pas de les adopter. Donc, ça veut dire que oui, on essaye de quand même normaliser, on va dire, un peu ce qui est utilisé, mais si les outils sont pas bons, du coup, les équipes voteront avec leurs pieds, et voilà.
Alors, peut-être qu'on peut connecter ça à ce que disent des entreprises comme Netflix ou Amazon, c'est qu'ils prennent des professionnels aguerris, et donc qui savent très bien quels outils sont productifs, et donc c'est eux qui sont responsables du service de bout en bout. Et donc c'est pas une équipe externe qui leur dit comment ils doivent travailler, un peu comme des artisans de très haut niveau, quoi. Oui, j'aimerais ajouter que finalement, c'est pas non plus open bar, dans le sens où on peut pas juste venir choisir des outils et chacun choisit l'outil qu'il veut. Forcément, il y a des contraintes dans chacune des organisations. Il y a des contraintes sur certains outils. Donc, l'idée, c'est d'avoir une panoplie d'outils à disposition et de donner aussi le temps aux équipes d'expérimenter, de faire un peu un état des lieux de ce qui existe, qu'est-ce qui pourrait être amélioré, tester sur des petits bouts de produits, voir si ça fonctionne, puis refaire un état des lieux avec le reste de l'équipe, etc. Donc, ce n'est pas autant donner toute la liberté de faire ce qu'ils veulent. En plus, ce n'est pas ce que cherchent les développeurs. Finalement, Sophia et moi l'avons dit, c'est plus avoir du sens, aller en production, avoir un feedback. Mais c'est surtout pouvoir s'adapter aux changements et modifier quand on peut. Et bien sûr, il faudra prouver que ça fonctionne à un moment. Bien sûr. Alors, il y a un commentaire qui est plus un commentaire qu'une question. Donc, Sébastien qui demande, je suis d'accord avec la remarque sur le ML, donc le machine learning, qui nécessite de devoir aller directement en prod, car la data est le vecteur, et le vecteur en plus du code lui-même, donc le vecteur de la valeur, j'imagine, qui peut... Alors, la data est le vecteur qui peut générer et exposer un bug. Mais c'est aussi vrai dans toutes les disciplines autour de la data, donc traitement Hadoop, Spark, etc., basés sur du simple croisement de données. Vous êtes d'accord avec cette affirmation ? Oui, c'est aussi le cas. En fait, dès qu'on a des applications un peu intensives en données, c'est le cas. Mais c'est vrai que quand on fait un modèle, moi j'ai aussi travaillé dans les pipelines data, et le modèle c'est un cran plus compliqué, j'ai l'impression, parce qu'en fait aussi là, quand on doit faire attention aux données dans une perspective de data engineering, on n'a pas de modèle. Et le modèle aussi, il va falloir l'intégrer dans le versionnement, dans le déploiement. Et là, il y a plein d'options d'architecture qu'il va falloir discuter et choisir pour déployer ce modèle-là. Donc, c'est une difficulté en plus. D'accord. Alors, une question qui s'adresse par rapport à ce que tu as dit. Donc, Maria, alors vous avez parlé de découplage d'architecture microservices en 6 mois. Comment est-ce possible ? Vous avez le support des leaders pour actionner ce changement ? Point d'interrogation. En fait, ma remarque, c'était plutôt pour dire que appliquer un modèle d'architecture, même si sur papier il est parfait, ne veut pas forcément dire qu'on a résolu tous nos problèmes de couplage d'architecture. On n'a pas changé comment fonctionnait l'équipe, on n'a pas dit on va enlever tous les microservices, on va passer en monolithe ou je ne sais quoi. C'était plutôt essayer de comprendre si le découpage avait été bien fait, si on avait bien mis là où il fallait les choses. Des fois, ce qu'on observe, c'est que les équipes ont tendance à faire par exemple du synchrone à coup d'API REST de partout. Il y a peut-être d'autres options. Des fois, faire du microservice n'est peut-être pas la meilleure solution. Dans ce cas-là, oui, on avait l'appui du management, mais c'est surtout l'équipe. Et en fait, on a travaillé avec cette équipe-là parce que c'est elle qui a demandé qu'elle avait besoin, elle a demandé de l'aide parce qu'elle sentait qu'elle n'arrivait pas à livrer, qu'il y avait vraiment une douleur. Donc ça a ajusté la mire dans la bonne direction et puis ça prend le temps que ça prend, quoi. Exactement. La question n'est vraiment pas de faire ou pas des microservices, je ne sais pas. Ça dépend des situations. En plus, Accelerate, si on lit l'étude, ils disent que tous les répondants au sondage n'étaient pas forcément... en fait, ils faisaient soit ils travaillaient sur du legacy, soit ils travaillaient sur des microservices, soit sur des nouveaux frameworks, soit sur de la data. Ils n'ont vraiment pas fait de différenciation entre les différentes organisations. Donc là n'est pas vraiment la question, c'est plutôt... voir pour chaque contexte qu'est-ce qui est le plus adéquat. Alors une question que je vous partage, je ne sais pas trop comment vous pouvez y répondre, mais parfois agile sonne comme agitation. Est-ce une sorte d'abondance ou un gros malentendu? Donc est-ce que vous croyez aux vertus de l'agile? Je peux peut-être le résumer comme ça. On avait une question et on l'a enlevée parce on avait beaucoup de choses à dire sur le fait que le problème avec l'agilité, et c'est l'impression qu'on a avec Sophia, c'est que les gens s'attachent au framework plus qu'au principe de l'agilité. Finalement, l'agilité, qu'est-ce que c'est? C'est juste cycle court. À cycle court. Avoir du feedback, c'est de l'accélérate en fait, et aussi favoriser les personnes et les interactions plutôt que les process et les outils. Donc c'est vraiment des principes simples. C'est plutôt peut-être la lourdeur des frameworks qui
qu'on utilise au détriment des vrais principes agiles? Alors, il y a plein de questions qui pop-up sur le sujet, donc on va pas pouvoir y répondre malheureusement. Donc, je vais redonner la parole à Mathieu. Merci à vous, Sophia. Merci Maria. Merci, Sophia, pour votre participation et je redonne la parole à Mathieu.